Le gymnase de l'ancienne école est plein à craquer. Des projecteurs perçant l'air poussiéreux, les gens applaudissent trop fort, comme s'ils devaient se prouver à eux-mêmes que quelque chose d'important se passe aujourd'hui. Au premier rang sont assis ceux qui, autrefois, ne regardèrent jamais. Derrière eux se tiennent les curieux, les appareils photo déjà presque à la main. Sur scène, une femme parle, elle semble avoir été déposée ici d'un autre monde. Svelte, impeccable, un nom qui brille dans les magazines, Bella Santos, top modèle international, invitée pour une soirée contre le harcèlement, contre la dureté des mots, contre le froid qui transforme les enfants en ombre. Elle commence calmement, presque sobrement. Pas de pathos, pas de cris. Elle parle des regards qui sont comme des pierres, du rire qui tranche, de la disparition lente d'un être humain quand il apprend chaque matin qu'il n'est pas à sa place. Au début, ce sont des phrases que l'on pourrait entendre dans beaucoup de villes. Puis quelque chose bascule dans sa voix, de manière presque imperceptible, comme une porte qui ne ferme pas correctement. Elle dit qu'elle sait de quoi elle parle, car elle s'est trouvée une fois de l'autre côté. Non pas comme observatrice, mais comme cible. Une agitation parcourt le public, comme si quelqu'un avait prononcé un nom ancien et enfoui. Melissa Santos, tenant désormais un enfant dans ses bras, sent soudain sa gorge s'assécher. Caio Mendes, qui se tient quelque part entre la foule et la sortie, esquisse un bref sourire réflexe, puis réalise que ce sourire ne lui appartient pas. Donna Carmen, qui a vieilli, est assise comme clouée au sol, car elle ne reconnaît pas le visage, mais autre chose. Le regard, qui autrefois appelait déjà à l'aide sans dire un mot. Bella parle maintenant d'une fille de cette ville, une élève de cette école. Elle décrit le chemin, la route poussiéreuse, le sentiment de toujours arriver trop tard parce qu'on attend que les autres détournent les yeux. Elle mentionne le chiffre comme s'il s'agissait d'un dossier, pas d'un jugement. 120 kilos. Un murmure parcourt les rangs, car tous sentent où cela mène. Et puis elle dit que cette fille est devenue un jour un objet, un clip, une blague, quelque chose sur lequel des millions de personnes pouvaient cliquer sans éprouver de honte. Que les adultes, à l'époque, détournèrent les yeux. Que les enfants filmaient. Que le rire était plus grand que l'humanité. Le silence est devenu plus profond qu'on ne l'a jamais connu dans un gymnase. Le silence a un poids. Sur scène, Bella reste immobile, prend une profonde inspiration, et on ne voit plus, pendant un instant, la célébrité, mais quelqu'un qui se redresse face à un souvenir comme face à une tempête. Ses mains se portent lentement vers ses boucles d'oreilles, ses bijoux, ses mèches artificielles. Pas de manière dramatique, mais avec détermination, comme si elle n'avait rien à prouver, seulement quelque chose à récupérer. Elle retire sa perruque, elle essuie le maquillage jusqu'à ce qu'un visage plus familier apparaisse, et puis elle dit dans le micro, d'une voix claire et sans colère, comme si la vérité était quelque chose que l'on ne pouvait plus porter comme un masque. Son nom n'est pas Bella Santos. Son nom est Béatrice. La phrase tombe comme une pierre dans l'eau, et le cercle s'élargit. Melissa ne reconnaît pas d'abord la voix, mais le passé qui prend soudain un corps. Caio ressent une nausée, non par choc devant la beauté, mais par le sentiment qu'un acte ancien est toujours vivant. Donna Carmen se lève, et dans son geste réside tout le temps où elle s'est tenue seule, face au silence. Béatrice regarde dans la salle, vers des visages qui ne l'ont jadis pas vue comme un être humain, et prononce la phrase qui coupe le souffle à tout le monde.
Elle est la fille de l'escalier, celle dont on s'est moqué, celle qui a failli disparaître, celle qui est revenue aujourd'hui, non pour détruire, mais pour décider de ce que deviendra cette histoire. Pedra Branca se trouve loin de tout ce qu'on appelle l'avenir. Le matin, la journée n'y commence pas par l'espoir, mais par le devoir. Béatrice a 16 ans quand son corps est déclaré son ennemi. Avant même le lever du soleil, elle est assise sur le lit étroit de la petite chambre aux murs fissurés et fixe des vêtements qui ne lui appartiennent plus depuis longtemps. Elle les enfile les uns après les autres, non pour être belle, mais pour paraître moins visible. Le miroir est fêlé, mais il montre fidèlement ce qu'elle redoute chaque jour. Un corps qui occupe trop d'espace dans un monde qui ne lui en accorde aucun. Elle quitte la maison tôt, non par zèle, mais par calcul. 2 heures de marche à travers la poussière et la chaleur, la tête baissée, avec toujours le souhait de ne pénétrer dans la cour de l'école que lorsque la plupart ont déjà disparu. Les regards y font plus mal que les mots. Le rire colle plus longtemps que la saleté. En classe, elle s'assoit tout au fond, sur un banc bancal, mi-protection, mi-cage. Elle écoute l'enseignante et comprend en même temps qu'on ne parle pas d'elle quand on évoque l'avenir. À la pause, elle cherche la périphérie. Sous un arbre, elle mange en silence, souvent plus vite que nécessaire, comme si elle devait se prouver à elle-même qu'elle a au moins encore de la place pour cela. Les commentaires fusent malgré tout, chuchotés ou ouverts, et elle apprend que détourner le regard est une technique qui se travaille. Béatrice comprend tôt que son corps ne lui appartient pas seulement. Il est lu, évalué, utilisé pour rassembler les autres. Elle est le dénominateur commun que l'on peut pointer du doigt pour se sentir brièvement mieux soi-même. Parfois, elle croit qu'elle est déjà tombée hors du monde il y a des années, sans que personne ne s'en aperçoive. Qu'elle n'apparaît plus que pour être un miroir aux autres, un miroir qu'ils n'auraient pas à supporter eux-mêmes. Le soir, elle retourne dans sa chambre, retire ses vêtements comme des armures qui n'ont rien protégé. Elle couvre le miroir, mais l'image reste. Et tandis que les grillons chantent dehors, Béatrice apprend quelque chose qu'aucun enfant ne devrait apprendre. Que la honte est silencieuse, persévérante et patiente. Elle attend chaque matin qu'on ouvre les yeux. Autrefois, Béatrice avait été une enfant différente, plus légère, plus rapide, quelqu'un qui riait sans réfléchir. Jusqu'au jour où sa mère est morte, et avec elle, quelque chose a disparu que personne ne pouvait remplacer. Elle a beau vu le corps de sa mère s'affaiblir de plus en plus, les mains qui l'avaient tenue devenir froides. Après l'enterrement, la maison a semblé plus grande, plus vide, et Béatrice a compris que la perte n'est pas bruyante. Elle reste et change tout, sans demander l'avis de personne. Le père, João, ne trouva aucun chemin à travers le deuil. Il travaillait plus dur, buvait plus et parlait moins. Quand il la regardait, il y avait dans son regard quelque chose que Béatrice ne pouvait nommer, mais qu'elle ressentait. De la déception, peut-être aussi de l'impuissance. Une fois, il lui dit qu'elle ferait mieux de faire attention à elle, que sa mère n'aurait pas voulu la voir ainsi. La phrase n'était pas forte, pas colérique, mais elle la toucha plus profondément que n'importe quel rire à l'école. Dès lors, Béatrice sut qu'elle devait aussi être prudente chez elle. Manger devint quelque chose qui ne posait pas de questions. Quelque chose qui restait quand les gens partaient. Elle mangeait quand elle était triste, quand elle était seule, quand elle ne ressentait rien. Chaque bouchée était un bref moment de calme,
une promesse qui disparaissait aussitôt. Son corps changeait plus vite que son cœur ne pouvait guérir. Avec chaque kilo, ce n'était pas seulement son poids qui augmentait, mais aussi la distance avec tout ce qu'elle avait été un jour. La nuit, elle restait éveillée et entendait son père boire dans la pièce d'à côté, entendait le silence entre eux s'intensifier. Elle se demandait si l'on pouvait perdre quelqu'un qui est encore en vie. S'il est possible de devenir invisible, même en occupant de plus en plus d'espace. Béatrice commença à comprendre que son corps n'était pas la cause de sa souffrance, mais son réceptacle, et que personne n'était là pour lui montrer comment porter le deuil sans s'y perdre soi-même. À l'école, la souffrance prit un nom et un visage. Mélissa avait 17 ans, belle, assurée, entourée de gens qui riaient avant même d'avoir compris ce qui était censé être drôle. Elle donnait le ton, et les autres suivaient, heureux de ne pas être les cibles. Pour Béatrice, cela signifiait être vue chaque jour d'une nouvelle manière, sans jamais être vraiment vue. Les commentaires devenaient plus forts, plus précis, comme des coups pratiqués. Son corps était la cible, mais c'est son existence qui était visée. Caillot se tenait souvent à côté. C'était lui dont le rire avait du poids, car il confirmait que tout était permis. Quand il souriait, les autres riaient avec lui. Quand il filmait, l'humiliation devenait un événement. Béatrice comprit vite que la résistance ne servait à rien. Chaque mot de sa part semblait ne fournir que de nouveaux matériaux. Alors elle se taisait, baissait les yeux, se faisait toute petite, bien que tout en elle devienne plus grand. Les adultes le voyaient. Ils le voyaient encore et encore. Une enseignante qui faisait la sourde oreille, une directrice qui expliquait qu'il fallait aussi apprendre à gérer les plaisanteries. Personne n'appelait cela de la violence. Personne n'appelait cela de la peur. Béatrice apprit que la protection est une promesse que l'on fait aux enfants, et une promesse que l'on rompt parfois sans le dire. Il y avait des jours où elle espérait tomber malade, juste pour ne pas avoir à y aller. Des jours où elle croyait que le pire n'était pas ce qui était dit, mais le consentement de l'entourage. L'école n'était plus un lieu d'apprentissage, mais une scène sur laquelle elle jouait chaque jour le même rôle. Et plus cela durait, plus il lui devenait clair qu'il ne s'agissait pas de coupables isolés, mais d'un système qui avait décidé que sa douleur comptait moins que le calme de la majorité. La chute se produisit un matin ordinaire, c'est précisément pour cela qu'elle resta gravée. De vieilles marches, un bref cri, un faux pas. Béatrice sentit l'impact avant même de comprendre ce qui s'était passé. Douleur, vertige, la tentative de se relever. Puis les bruits, rires, cris, le clic familier des téléphones portables. Personne ne s'approcha. Tout le monde resta immobile. Le moment ne lui appartenait plus. La vidéo commença à vivre alors qu'elle était encore au sol. D'abord les chats de classe, puis la ville, puis des gens qui ne connaissaient pas son nom et n'en avaient pas besoin. Les commentaires la transformèrent en objet, en chute de plaisanterie. La cour d'école devint un écran, l'humiliation un divertissement. Béatrice apprit qu'Internet n'a pas de mémoire, mais a une fin. Il en demande toujours plus, et la compassion ne l'apaise pas. Dans les jours qui suivirent, elle ne reconnut plus sa ville. Des regards d'inconnus dans la rue, des remarques à demi-voix, un rire qu'elle ne parvenait plus à localiser. À la maison, elle ne trouva aucune protection. Son père vit la vidéo et n'entendit que les voix des autres. La honte devint plus forte que l'inquiétude. Béatrice se retira dans sa chambre, où même le silence l'observait.
Le pire était de réaliser que sa douleur était désormais partout, que les gens la partageaient sans la porter, qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur l'image qui existait d'elle. Elle essaya de disparaître, de supprimer ses comptes, de baisser les yeux, comme si l'on pouvait se retirer du réseau. Mais le rire voyageait plus vite que n'importe quelle explication. Et pour la première fois, Béatrice ne pensa pas seulement à échapper à l'école, mais au monde. Cette nuit-là, la chambre devint trop étroite pour ses pensées. Béatrice était assise sur le sol, le dos contre le mur, s'accrochant à des mots auxquels elle ne croyait presque plus. Les bruits de la maison étaient les mêmes que d'habitude, mais ils semblaient plus lointains, comme s'ils appartenaient à une autre vie. Elle ne pensait pas au lendemain, même pas à demain. Elle pensait seulement qu'il fallait que cela s'arrête, cette pression dans la poitrine, ce sentiment d'être visible par tous, et pourtant totalement seule. Ce ne fut pas un moment dramatique, plutôt un épuisement silencieux. La réalisation qu'elle n'avait plus la force de s'expliquer, de se justifier, d'attendre que quelqu'un intervienne. Dans sa tête, des images se bousculaient. L'escalier, les commentaires, le rire, le regard du père. Et au milieu, la voix de sa mère, il y a longtemps, presque effacée, mais encore là. Puis on frappa. Pas fort, pas de manière exigeante, mais avec hésitation, presque comme une supplique. Donna Carmen se tenait devant la porte, essoufflée par le long chemin qu'elle avait parcouru parce que Béatrice n'était pas venue à l'école ce jour-là. Elle ne dit rien de grand. Elle ne posa pas de questions. Elle resta simplement là. Sa présence n'était pas un conseil, pas une solution, mais une preuve. Quelqu'un avait remarqué que Béatrice manquait. Cette nuit-là, elles s'assirent l'une à côté de l'autre, parlèrent peu et supportèrent beaucoup. Donna Carmen raconta autrefois des erreurs, des gens qui s'étaient égarés et qui avaient pourtant retrouvé leur chemin. Béatrice écoutait, non parce qu'elle était convaincue, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le faisait sans rien exiger d'elle. Quand le matin arriva, rien n'était résolu. Mais quelque chose était différent. Béatrice était encore là. Elle ne promit pas d'être forte. Elle promit seulement de continuer à essayer. Donna Carmen hocha la tête, comme si cela suffisait. Et peut-être était-ce le cas, car parfois un nouveau chapitre ne commence pas par l'espoir, mais par la simple décision de rester, bien que tout en soi veuille partir. Le tournant ne vint pas comme un miracle, mais comme une décision. Le lendemain matin, Donna Carmen parla au père, longuement et sans ménagement. João écouta, d'abord sur la défensive, puis en silence. Pour la première fois, il ne vit pas la honte, mais le danger de perdre son unique enfant. Quelques semaines plus tard, il vendit le lopin de terre auquel il s'était accroché comme à un souvenir, et quitta avec Béatrice l'endroit qui ne lui avait appris que la douleur. À Campina Grande, rien ne commença facilement, mais tout recommença à zéro. João arrêta de boire, travailla, se tut moins. Béatrice entra dans une petite salle d'entraînement sans prétention et rencontra Marcos, un homme qui comprit son regard avant qu'elle ne dise un mot. Il ne parla pas de beauté, pas de rédemption. Il parla de travail. Du fait que le changement commence dans la tête et qu'il faut arrêter de se détester soi-même pour pouvoir bouger. Les jours devinrent des routines, les routines des épreuves. Se lever tôt, s'entraîner, échouer, revenir. Le corps faisait mal, mais la douleur avait désormais une direction. Béatrice notait tout, chaque petite distance, chaque chiffre, chaque doute. Les semaines passèrent, puis les mois. Son reflet changeait lentement, presque à contre-cœur. Et avec lui,
quelque chose de plus profond. L'idée que sa vie n'était pas scellée. Un vendeur mentionna par hasard son visage. Un photographe vit un potentiel là où elle ne connaissait que la prudence. Béatrice en rit d'abord, puis elle arrêta de rire. Elle prit un nouveau nom, non pour fuir, mais pour créer de l'espace. Bella Santos. Le travail restait dur, le chemin incertain, mais il lui appartenait. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle rassembla son histoire comme des preuves et commença à aider les autres, discrètement, sans applaudissements. Lorsque, des années plus tard, elle se tint sur de grandes scènes, le succès était visible. Mais le plus important était ce qui restait invisible. La discipline qui l'avait sauvée, les personnes qui étaient restées, et la décision de ne pas transmettre la douleur. Quand l'invitation vint de retourner à Pedra Branca, Béatrice sut qu'elle était prête. Non parce que tout était guéri, mais parce qu'elle avait appris à regarder son passé sans s'y perdre. Le retour à Pedra Branca ne fut pas un triomphe. Il fut silencieux, contrôlé, presque pesant. Bella ne venait pas pour être vue, mais pour achever quelque chose. Dans le gymnase où régnait autrefois le silence, elle parlait désormais de responsabilité. Puis, le masque tomba, et Bella redevint Béatrice. La vérité s'imposa dans la salle comme quelque chose que personne ne pouvait plus écarter. Les visages changèrent. Les souvenirs trouvèrent soudain un corps. Après les applaudissements, après les larmes, elle ne chercha pas les projecteurs, mais le silence. Mélissa et Caillot vinrent plus tard, individuellement, brisés, sans exigence. Béatrice écouta. Elle entendit parler de vie gâchée, de culpabilité qui s'était perpétuée dans d'autres directions. Elle reconnut que la douleur voyage si personne ne l'arrête, et elle décida de l'arrêter. Elle ne proposa pas de consolation rapide. Elle proposa du travail, de la responsabilité, la possibilité de transformer les coupables en acteurs, les fautifs en partenaires. De là naquit quelque chose de plus grand que la réconciliation. Un lieu où les enfants étaient écoutés, où les adultes apprenaient à regarder. Un lieu où le passé n'était pas nié, mais utilisé pour empêcher d'autres drames. Béatrice ne resta pas pour être admirée. Elle resta pour changer les structures. Des années plus tard, son nom était connu, son histoire racontée. Mais le plus important se passait en silence. Un enfant qu'on ne laissait pas seul. Un enseignant qui intervenait. Un parent qui apprenait à écouter. Béatrice comprit que l'éclat n'a rien à voir avec l'apparence. Il réside dans le fait de ne pas s'en aller quand cela devient inconfortable. Lorsqu'elle quitta l'école où tout avait commencé, un vent léger soufflait dans la cour. Rien n'avait été effacé, mais quelque chose avait été brisé. Le cercle. Et c'était peut-être là le véritable succès. Non pas la transformation d'un corps, mais la décision que plus personne ne devrait tomber sans que quelqu'un ne tende la main.